Et si la stratégie de leadership la plus redoutable venait d'un endroit totalement inattendu? Aujourd'hui, on va décortiquer un modèle à très faible coût mais à fort impact pour renforcer n'importe quelle équipe. Et ce modèle, il nous vient d'une organisation où chaque décision peut être une question de vie ou de mort. Si on posait la question « Quelle est l'arme la plus affûtée d'un guerrier ?», spontanément, on penserait peut-être à une technologie de pointe, à un équipement sophistiqué ou à un entraînement physique surhumain. Mais la vraie réponse, elle est assez surprenante. Pour le corps des marines des États-Unis, l'arme la plus puissante, la plus décisive, ce n'est pas celle qu'on tient dans la main. C'est celle qu'on a dans la tête, l'esprit. Et cette conviction, c'est carrément le pilier de tout leur programme de développement professionnel. Alors, allons voir ça de plus près. Pourquoi est-ce qu'une organisation d'élite comme les Marines donne une telle priorité à la lecture ? Quelle est la philosophie, l'idée de fond derrière cette approche ? Attention, il faut être clair, on ne parle pas ici de lire un roman pour se détendre. Non, on parle de lecture stratégique, c'est-à-dire voir la lecture comme un outil pour aiguiser sa pensée critique, pour affiner sa prise de décision et pour forger son jugement moral. C'est une préparation active aux défis qui nous attendent. En fait, ce que ça représente, c'est un vrai changement de mentalité. On passe d'une logique de formation occasionnelle un peu passive à une auto-éducation qui est continue et active. La lecture, ce n'est plus un événement ponctuel auquel on assiste, ça devient un véritable devoir professionnel, une routine pour garder son esprit toujours affûté. Bon, la philosophie est intéressante, mais concrètement, comment est-ce qu'on met ça en place ? Voyons ensemble les toutes premières étapes pour construire un programme de lecture qui fonctionne vraiment et qui a un impact réel. Tout commence par 3 étapes fondatrices. D'abord, il faut définir un objectif clair pour le programme. Ensuite, il faut bien sûr construire la liste de lecture. Et enfin, et c'est crucial, il faut fixer des attentes qui soient claires et réalistes pour tout le monde. Cet exemple illustre parfaitement comment on peut adapter le concept. Chez les marines, on va trouver des catégories comme le choix du commandant ou des livres sur la stratégie militaire. Mais pour n'importe quelle organisation, on pourrait très bien imaginer un livre phare sur le leadership, un rapport important sur son environnement local et un article sur les futures tendances du secteur. L'idée, c'est de mélanger des classiques avec des documents très concrets, souvent gratuits et faciles à trouver. Et ce qui est génial, c'est que l'objectif n'a pas besoin d'être intimidant du tout. Le modèle des marines, il suggère une exigence toute simple. Lire entre 3 et 5 ouvrages par an. C'est un but qui est clair, qui est mesurable et surtout qui est tout à fait réalisable pour n'importe qui. Ok, les bases sont posées. Maintenant, comment on s'assure que le programme ne reste pas lettre morte ? Comment on l'intègre dans le quotidien pour qu'il soit accessible à tous ? On passe à la phase d'exécution. Là, il y a 2 étapes qui sont absolument cruciales. Premièrement, il faut s'assurer que les ressources coûtent le moins cher possible et soient faciles d'accès. Et deuxièmement, il faut intégrer activement la lecture dans les routines de travail. L'accessibilité, c'est vraiment la clé, surtout si on a peu de moyens. Mais il y a une tonne de documents gratuits ou presque, les grands classiques tombés dans le domaine public, des rapports gouvernementaux, des recherches universitaires en libre accès. On peut aussi simplement partager des PDF, ou même encourager le don et le prêt de livres entre collègues. Mais on arrive maintenant à l'étape peut-être la plus importante. Comment on passe de la lecture à l'action concrète ? Une méthode toute simple mais très puissante, c'est de demander à chaque participant d'identifier une seule idée pratique dans sa lecture et de s'engager à la tester avant la prochaine discussion. Ça crée un pont direct entre la théorie et le terrain. Évidemment, un programme comme celui-ci ne peut pas survivre sans un soutien visible et fort. La dernière partie du modèle se concentre donc sur le rôle indispensable du leadership pour faire vivre cette culture d'apprentissage, et tout repose sur ces 2 dernières étapes. Les leaders doivent incarner le programme en montrant eux-mêmes l'exemple. Et le programme, lui, doit rester vivant. Il doit s'adapter et s'améliorer en permanence pour toujours rester pertinent. Cette citation, elle résume l'idée à la perfection. Quand les dirigeants partagent ce qu'ils lisent et surtout pourquoi c'est important pour eux, ils envoient un message très fort. La lecture n'est plus vue comme un simple hobby personnel, elle devient une part entière de l'identité professionnelle. Et pour que le programme reste cette fameuse arme affûtée, la liste de lecture ne peut pas être gravée dans le marbre. Elle doit être un document vivant qu'on révise chaque année pour répondre aux nouveaux défis, qu'ils soient économiques, technologiques ou sociaux. On vient donc de voir comment un principe militaire peut se transformer en un outil de leadership universel. L'idée de base est simple, c'est vrai, mais son potentiel est immense. Pour résumer, ce qu'on a là, c'est une approche structurée, vraiment peu coûteuse et surtout incroyablement efficace pour cultiver la pensée critique et la capacité d'adaptation. C'est un plan d'action qu'on peut appliquer dans n'importe quel contexte, de la petite start-up à la grande administration. Alors, la question finale, celle qui peut-être lance tout le processus, c'est la suivante. S'il ne fallait commencer qu'avec un seul livre, lequel aurait le potentiel de vraiment transformer la perspective et l'avenir de son équipe ? C'est peut-être par là que tout commence.